peut applaudir. Et on va aussi accueillir Louloua Rachid, qui est politologue, spécialiste de l'Irak. Je voudrais déjà dire merci pour ce film que j'ai découvert ce soir. Je un très beau film. Et un film que j'ai trouvé saisissant parce qu'il parle d'une période qu'on connaît mal finalement et qu'on montre très peu, qui est la période des années 90 en Irak. On en parlait juste avant avec Louloua. Une période qu'on ne connaît pas qu'on connaît mal, qu'on voit peu, parce que le cinéma de l'époque était un cinéma d'État en Irak, avec la propagande qu'on peut imaginer, et le cinéma d'après s'est focalisé sur d'autres sujets, la guerre de 2003, l'émergence de Daesh, la violence qui s'ensuit. Donc c'est une période finalement qu'on voit assez peu, et c'est très fort de voir ce film, je pense, aujourd'hui. Donc ma première question, elle est assez évidente, c'est comment est-ce que vous avez eu cette idée donc, de traiter cette période très complexe, encore une fois, et qu'on a peu vue à travers cette histoire, à travers cette idée, celle du gâteau qu'on devait donc préparer pour Saddam Hussein, alors président dans ce régime très autoritaire en Irak. Well, thank you for having me, and thank you for the audience who's came here and spending the time to listen to us discuss the film. The film is very much, for my first feature I was interested to make a film about, I was familiar with character-wise, locations, themes and all that, to feel more confident. But even as a filmmaker, I never found just to make a film about a certain memory or experience as interesting. So for me, always films or art that is produced from sound, from questions, are the ones that are intriguing for me. So being an adult, reflecting back on my childhood and having questions about the silence that existed in that time, the injustice that existed in that time, and the misery that people went through despite all of this. Those questions would have met the memories of my childhood and somehow gave their life to this film. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris le temps de venir voir ce film. Pour mon premier film, je voulais vraiment m'attaquer en tout cas, aborder des personnages, des thématiques et des lieux qui m'étaient familiers, avec lesquels je me sentais en confiance. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce questionnement que j'ai aujourd'hui en tant qu'adulte, cette réflexion que je peux avoir sur mes souvenirs d'enfance et sur cette époque que j'ai vécue enfant, et sur le silence assourdissant qui régnait, sur la misère et sur le malheur qui s'abattait pendant sous ce régime-là. Donc c'est une question que j'ai envie de revisiter à travers ce film. Et justement, j'ai trouvé saisissant de regarder cette période à hauteur du regard d'enfant. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ce regard qu'on ne voit pas adulte peut-être? Qu'est-ce que ce film nous apprend à travers ce prisme-là? I think children can see through filters. They see the world how it is, naked, truthful. They're not biased, they don't have agendas. And they give you a perspective that's the most objective, in my opinion, at least. Je pense que les enfants voient le monde vraiment tel qu'il est, ils voient les choses au-delà des filtres, vraiment une vérité nue, ils ne sont pas orientés, ils n'ont pas d'arrière-pensée, et finalement c'est peut-être eux qui ont le point de vue le plus objectif qui soit. J'ai lu que ces enfants ne sont pas des acteurs, le casting a été principalement non professionnel, et on peut dire que ces enfants sont extraordinaires dans leur jeu, leur regard. Et comment est-ce que vous avez dirigé ce film avec deux héros, deux enfants qui ne sont pas des acteurs professionnels? Est-ce que vous voulez nous raconter un peu comment est-ce que vous avez casté justement ces deux rôles principaux et comment s'est déroulé le tournage de ce point de vue? First of all, I mean, all of the cast is like suit casting, and
And the first character we cast was actually Said. The last character we cast was Benny, the Lamia. So it was interesting, and we cast her literally before the shoot by a couple of weeks. Then we designed this workshop for them that we didn't do any acting rehearsals in it. The workshop was designed for me to get to know them, because directing non-professional actors is about understanding their behaviors, about understanding them as individuals, and how you can talk to them. It's a very customized process. So I got to know every single actor that you see on the screen, and that's how you can give them, assign them the role. Oui, c'est entièrement en casting sauvage, tous les personnages que vous voyez dans le film, les acteurs. Le premier personnage qu'on a trouvé, qu'on a casté, c'est donc le rôle de Saïd, et le dernier rôle pour lequel on a trouvé l'actrice, c'est Lamia. Donc seulement 2 semaines avant le début du tournage. On a fonctionné sous forme d'atelier où je ne faisais pas, jouer la comédie, mais on faisait des exercices pour apprendre à mieux se connaître. C'était seulement en comprenant le comportement individuel de chacun, de chacune, de façon très personnalisée, que j'ai pu vraiment les diriger et j'ai pu vraiment tout à fait adapter ensuite ma direction. And also to make everything feel real for them. So for example, in the classroom scene in the end, when the teacher shows them the cake, I couldn't give to the children direction to be looking at the cake and be curious, because it will look fake, it will not look right. So instead, what I gave them the direction was that I put apple slices inside the cake, on the cake, and whoever can count how many apple slices are there is going to be rewarded at the end. So every time the teacher opens the cake, everybody is trying to count how many apple slices there. So they became very good actors like that. Et donc en fait, il fallait que ça fasse vrai. Ce que je voulais tirer d'eux, c'était une vérité. Donc par exemple, pour la scène de fin dans la classe, quand le professeur sort le gâteau, si j'aurais juste dit faites comme si vous étiez curieux du gâteau, ça aurait fait complètement sonner faux. Donc en fait, j'aurais donné comme consigne, j'avais mis des tranches de pommes dans le gâteau et j'aurais dit voilà, comptez le nombre de tranches de pommes qu'il y a dans le gâteau et celui qui trouve le bon nombre aura une récompense. C'est pour ça que du coup là, quand le professeur sortait le gâteau, ils avaient tous vraiment cette grande curiosité qui était réelle. Peut-être une question pour Loloa, et justement sur ce contexte, sinon tu as d'autres, sur ce contexte des années 90 et sur ce régime autoritaire, sous sanction, dans une période de guerre. Est-ce que tu veux bien nous resituer un peu ce contexte et nous dire, toi, de ce film, ce que tu retires comme analyse justement de cette forme d'autoritarisme, et notamment dans son expression de la vie de tous les jours, parce que c'est ça finalement qu'on voit dans ce film. Tout d'abord, bonsoir tout le monde. J'ai adoré le film, j'ai adoré ce récit très simple, extrêmement simple, au ras du quotidien de ces enfants. Un récit qui ne verse pas dans l'idéologie ni dans les partis pris. C'est vraiment la description de la réalité quotidienne des enfants irakiens dans les années 90, qui était une période extrêmement sombre et tragique dans l'histoire de l'Irak. Je rappelle que c'est une période au cours de laquelle la communauté internationale a imposé des sanctions absolument inhumaines, cruelles, qui ont duré pendant 13 ans et qui ont consisté en fait à empêcher l'Irak de commercer avec le monde extérieur. Dans un pays qui est à 70% dépendant de l'extérieur pour ses denrées alimentaires, ça a causé une famine une famine à grande échelle. Et je rappelle les propos qu'avait tenus à l'époque Madeleine Albright, secrétaire d'État sous l'administration Clinton, à qui on avait demandé « Est-il légitime d'affamer toute une population pour renverser un tyran, aussi abominable soit-il que Saddam Hussein ?» Et elle avait répondu « Oui, ça en vaut la peine. Le prix à payer en vaut la peine. » Donc c'est ce contexte-là qu'on retrouve dans ce film, quand on voit les enfants courir pour attraper un œuf, pour attraper une poignée de sucre, pour essayer de faire ce gâteau. C'est un Irak qui était, pas au bord de la famine, mais qui a vraiment vécu une famine à grande échelle.
échelle. On dit 1 demi-million d'enfants irakiens sont peut-être morts directement ou indirectement des conséquences de l'embargo. Et ça, c'est très important. C'est une période qu'on a oubliée aujourd'hui, que les Irakiens veulent oublier également, parce que c'était une période extrêmement douloureuse. Cette pénurie qui poussait les gens à vendre leurs affaires, leurs meubles, leurs habits, leurs vêtements. Et c'est aussi une période où la société irakienne a commencé un peu à sombrer dans la criminalité. C'est une criminalité de subsistance, de survie. Tout se volait. Les gens n'osaient plus accrocher leur linge, n'osaient plus faire sécher leur linge puisqu'ils se le faisaient voler. C'est une époque où tout le monde arnaquait tout le monde par nécessité absolue, nécessité de survie. Les enfants sont arnaqués par l'horloger, tout le monde arnaque tout le monde, il n'y avait pas d'autre moyen. C'est aussi une période où la corruption a commencé à devenir endémique dans la société irakienne parce que personne ne pouvait plus survivre. Les salaires ne valaient rien, c'était de la monnaie de singe, les fonctionnaires étaient payés de quoi acheter un œuf au taux réel du marché. Donc c'est une période dans laquelle on a vu cette société en fait se décomposer. Et c'est effectivement des schémas de fonctionnement qu'on a retrouvés après, en 2003, au moment du renversement du régime. Donc tout ça pardon de cette longue parenthèse. J'aimerais faire une autre parenthèse parce que je ne suis pas sûre que tous les spectateurs ont un peu saisi la spécificité de l'endroit où le film est filmé et le groupe dont il s'agit en fait. On est en train, alors dommage parce que le titre en arabe du film, Mamlakat al-Qasab, en fait le royaume des roseaux, fait référence à l'habitat traditionnel des gens du sud de l'Irak qu'on appelle les Arabes des marais. C'est une zone marécageuse, c'est l'endroit où les deux fleuves d'Irak qui traversent l'Irak, le Tigre et l'Euphrate, se rencontrent et ça forme une immense zone marécageuse où vivait une population particulière, des tribus particulières qui vivaient de pêche et d'élevage. C'était des éleveurs de buffles, d'où la crème sur laquelle l'instituteur insiste parce qu'il dit à ces gens-là, vous êtes réputés pour votre crème, le Gaimal, en fait qui est une crème fouettée que produisent ces gens-là. Donc, évidemment, c'était aussi une zone où le régime avait beaucoup de mal à surveiller. Donc, c'est une région où tous les régimes successifs en Irak ont essayé de contrôler la population. Bon, on a beaucoup d'étudiants de sciences politiques, on vous apprend à l'école que effectivement l'État déteste les populations qui bougent, déteste là en l'occurrence les populations qui flottent. Et donc, le but était de les sédentariser en asséchant leur zone, les marécages. Et c'est important de contextualiser ça, mais la réalité qu'ils ont vécue est aussi la réalité de l'ensemble de la société irakienne dans les années 90, qui était une quête de survie. Les gens étaient épuisés par la survie. Tout était rationné. Les denrées alimentaires étaient rationnées, les gens n'avaient pas d'argent liquide, les gens vendaient leurs biens pour pouvoir subsister. Et ça, c'est la force de ce film, de revenir sur cette période-là, à travers le regard de deux enfants, complices et solidaires dans cette galère, et aussi d'aborder d'une manière indirecte la dictature, mais sans déshumaniser les Irakiens, en fait, sans d'aborder la géopolitique, puisqu'on entend les bombardements. Donc on est en 1990-91, au moment où la coalition internationale de l'époque avait mené une guerre de libération du Koweït. Et c'est cette partie du pays, le sud de l'Irak, qui avait subi des combats extrêmement importants et des bombardements massifs. Donc ça, c'est à la fois c'est un très beau film et c'est aussi un document historique qui parle de cette période-là, d'un regard froid, neutre, et qui ne verse pas ni dans la condamnation de qui que ce soit. C'est vrai, c'était une dictature. Chaque année, il fallait célébrer l'anniversaire de Saddam Hussein. Tous les écoliers d'Irak portaient des t-shirts qui disaient l'Irak dit oui. J'ai failli venir avec le mien, mais je me suis dit que ça pouvait être mal interprété. Lorsque l'Irak parle, lorsque Saddam parle, l'Irak dit oui. Donc ça, c'était des t-shirts qu'on distribuait dans toutes les écoles en Irak. Il fallait manger des gâteaux dans un pays où les gens ne trouvaient même pas de quoi se nourrir.
Donc c'est ça la dictature, elle est abordée par ce biais-là et je trouve ça superbe. Et vraiment, là c'est ce que je disais avant d'entrer dans la salle, c'est vraiment la vraie prouesse, en fait, c'est la vraie force de ce film, la vraie beauté, d'autant plus que le cinéma irakien est balbutiant, il y a eu très peu de films irakiens en fait au cours des 20 dernières années, c'est souvent le documentaire qui triomphe. Le cinéma, les longs métrages se font très rares et les quelques tentatives qu'on a vues au cours des 10-15 dernières années ont basculé dans le démonstratif, le dogmatique, on voit des kamikazes se faire exploser, enfin tout est... le vécu, le quotidien est extrêmement simplifié, réduit à des schémas grossiers. Voilà. Et j'arrête parce que je crois que j'ai parlé trop longtemps. Merci. Merci beaucoup, Lola. J'aurais une question dans la suite de ce que tu dis, Lola, toujours sur une question pour vous, Hassan, sur le culte de la personnalité. C'est l'un des objets du film. On voit Saddam Hussein des vraies images d'archives uniquement à la fin, et j'ai trouvé que c'était un choix très intéressant finalement de laisser ça presque comme anecdotique pour la fin, et en même temps, j'ai pas compté, mais je pense qu'on voit une quarantaine, une cinquantaine de portraits différents de Saddam Hussein tout au long du film, à travers les photos, les photos mises en scène, les peintures très caractéristiques de la peinture autoritaire qu'on avait la même en Syrie pendant ces années-là. Et donc il est toujours là, il est chanté dans ses louanges, ses slogans, encore une fois, dans la vie quotidienne. Et je trouve que ça montre beaucoup comment justement le dictateur est là, et même s'il est finalement, même s'il apparaît assez peu, et c'est tout le système de ce culte de la personnalité. Je voulais vous demander comment vous avez abordé ça, et est-ce que, quels ont été vos choix artistiques par rapport à ça? Et est-ce que, quel a été votre rapport personnel aussi à ça? Parce que j'imagine que ce n'est pas forcément évident de montrer autant Saddam Hussein à l'écran. Je voudrais avoir aussi votre rapport à cette question. Yeah. It's said that when Saddam fell, there were around 40 million statues, portraits, pictures, paintings. So every Iraqi citizen would have a share of 2 to 3 photos of Saddam. So the Big Brother was watching. Everybody was aware of that. From the moment you leave your house, or even before you leave your house, until the moment you go everywhere in Iraq. On the wall, on the mosque, in the classroom, on the wall, even when you open your book, the first image you see is Saddam's image. So he was everywhere. And one of the things he did when he came to the power, one of the first things he did when he came to the power, he actually announced numbers, telephone numbers, for people to call to inform on spies. And that created a panic in the society. Suddenly everything changed. I would call someone, I don't know, have jealousy or an issue or anything, I would call on them and on the security and report them as a spy. So it got to a degree that even partners, husband and wife, couldn't dare to share any thoughts, any personal thoughts about the president. I remember myself walking from school or sometimes from school to the house or everywhere else. But as a kid, I remember interpreting the portraits. So on a day that I got a good grade, I would see his portraits and I'm like, oh, he's proud of me, he's laughing for me, he's this or that. And on the day that I have a bad grade, I'm like, oh, he's mad. So in a way, all these images, I believe, made him sacred. His point was to make himself sacred, and his point was to say, I'm God. Even though he didn't say I'm God, but that was the whole point. Because you see him everywhere and you feel his presence everywhere. In the film, I tried to choose the portraits specifically for each scene in a way that gives another layer for the scene. I mostly enjoy the films that on the second watch, I can discover new things. And this kind of things I try to put in the film in order for people who want to watch it again, understand, discover new things.
Quand Saddam Hussein est tombé, on estime qu'il y avait environ 40 millions de statues, portraits, photos, tableaux. Donc ça veut dire que chaque Irakien en avait plusieurs aussi chez lui, chez elle. C'était vraiment Big Brother. Quand on sortait de chez soi, dès qu'on sortait de chez soi, on avait sur les murs, partout, dans les rues, dans les salles de classe, au travail, son portrait partout. Quand il est arrivé au pouvoir, il a annoncé qu'il a fait une campagne en donnant publiquement un numéro de téléphone qui permettait à n'importe qui de dénoncer les gens qui soupçonnaient d'être des espions. Et ça a créé vraiment une panique dans la société entière, au point que même dans les foyers, les maris, les femmes, voilà, les gens avec qui on vivait, on n'osait plus en parler, on n'osait plus le mentionner. Et moi, quand j'entrais à l'école, j'avais tellement intégré ça que quand j'entrais à l'école, je passais devant des fresques murales ou des portraits de lui, et je m'étais mis, par réflexe, à interpréter les portraits de lui en fonction de mon humeur du jour, ce qui m'était arrivé dans la journée. Si j'avais une bonne note, je me disais, ah tiens, il me regarde avec un air fier, et même le lendemain, en passant devant la même image, j'ai l'impression qu'il était fâché contre moi parce que j'avais fait quelque chose de pas bien. Et toutes ces images, elles étaient faites, je pense, vraiment pour le rendre sacré, pour qu'on se dise que c'était Dieu. Il ne disait jamais ça, évidemment, mais c'était l'idée. Et dans le film, j'ai choisi d'adapter dans les différentes scènes où je montre ces portraits en fonction de la situation pour donner une strate supplémentaire. Parce que j'aime bien qu'un film puisse se revoir une deuxième fois et qu'on voit des choses qu'on n'avait pas vues la première, et j'apprécie faire ça, c'est une richesse supplémentaire pour le film. Merci beaucoup. Je propose de prendre quelques questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Pour vous apporter le micro. Bonsoir, j'ai deux questions. La première question, je voudrais savoir, derrière, il y a une photo là derrière. On voit l'actrice, mais on ne voit pas l'acteur. Yeah, but he wasn't in the scene. Yes. Il n'est pas dans la scène. Why? Là, en fait, c'est une photo qui est prise sur le tournage, enfin, dans cette scène, et il n'est pas dans la scène. Ah, il est pas dans la scène. Saïd? L'enfant. Ouais. Saïd? I don't know why she said you should have told her not to worry why he's not in that scene. Yeah, he's not in that scene. Il n'est pas dans le plan, en fait, à ce moment-là. Deuxième question, je veux savoir le budget du film. Ah, le budget. Oh, you should ask my producer. I don't know. I just spend money. She's the one that has the money for the fight. Il faut demander à mes producteurs, c'est eux qui connaissent ça, moi je ne fais que dépenser l'argent. Merci. S'il y a d'autres questions, une ici et là-bas. Bonjour, merci beaucoup d'être venu, merci à Scienpo, merci à Madame Rachid. Donc j'avais une petite question. D'abord pourquoi le choix a été fait de filmer et de voir cette histoire autour de Arwa, donc les marais. Pourquoi ce choix? Je comprends parfaitement l'historique, mais peut-être ce serait bien de détailler pourquoi. Et deuxièmement, la deuxième question, comment ça a été de filmer à Bagdad? Je pense qu'il a tellement évolué et j'ai vu que les scènes et les angles étaient parfaitement choisis. Donc, je comprends que c'est assez beaucoup. Shooting in the marshes was one of the, in addition to my own connection to the marshes and my childhood, that when I visited, how I was amazed by it. But the film has a tone of fabulism and fairy tale. And for me to convey that without dialogue, without anything, was very easy to do it visually if I shot in the marshes. And I take you on a journey on that. And there's nothing better than, I mean, you see the image and you just feel like this is an mystical, biblical place. So that was a decision, and in addition to other points that I also had when I decided to shoot in the marshes.
As for shooting in Baghdad, it was really difficult. We were shooting in real locations, and we had to work around crowds, streets, cars, and imagine we have to go back in the period too. So we say action, we have to block the street, and when we say call, we hear all the swears at the crew. But after all, we had to also be very specific about which locations we can shoot in, because it's a production design, it's a cost, it's everything. So we chose the locations that were from the 90s, almost never, get modified, even though we were lucky because after us, these locations got modified, they got renovated and all. And the other thing is that with the location, we try to add a layer to the story, a subtext, create a relationship between what's happening in the scene, in the foreground and background. And one of the things, for example, the scene between Bibi and Lemia when they go to the restaurant is where Saddam used to eat when he was young. Les Marais, en plus d'avoir été effectivement un endroit qui m'a fascinée étant enfant, donc au-delà du lien que moi j'ai avec ce lieu, c'est ça allait parfaitement avec le ton de fable et de conte de fées que moi je voulais donner au film. Il suffit de voir les images, ça permet de transmettre ça sans avoir trop appuyé. Quand on voit ces images, on voit que visuellement c'est extraordinaire, il y a un côté mystique et biblique évidemment à ces lieux. Tourner à Bagdad, ça a été très dur. On a tourné donc en décor naturel, donc dans des rues où il y a des voitures, avec des foules. Et en plus, comme on avait évidemment cette reconstitution historique, on avait des gens qui chantaient des slogans pour Saddam, et donc quand on faisait couper, on se faisait insulter dans les rues. Donc c'était évidemment une façon d'économiser sur la fabrication de décors, qui coûtait extrêmement cher. Mais on a eu la chance que ces décors-là n'aient pas été trop modifiés, d'autant qu'il y en a plusieurs de ces décors naturels qui, après le tournage, ont été rénovés ou démolis. Donc ça, c'était aussi une chance qu'on a eue. Et on a essayé à chaque fois aussi d'ajouter des strates supplémentaires de sous-texte pour qu'il y ait un dialogue entre ce qui se passe au premier plan et à l'arrière-plan. Par exemple, la scène du restaurant entre Bibi et Lamia. En fait, ça se passe dans un restaurant où Saddam Hussein lui-même aimait aller dîner quand il était jeune. Bonsoir, good evening. It was a beautiful film. C'était un très très beau film. Les dialogues, les plans, le caméra, the dialogues, le scénario, le camera, the shots. J'aimerais savoir pourquoi vous n'êtes pas, je suis soulagée que vous n'êtes pas allé plus loin avec l'organisation de la jeune fille. I'm relieved that you didn't go further with the molestation of the young actress. J'aimerais savoir si ça vous est venu à l'esprit, if that was a thing that you thought of doing. Et j'aimerais savoir ce que vous allez faire après. I'd like to know what you do next. Yeah, it was something from beginning. Well, thank you first of all for your comments, but I never considered to take the scene to the full, to what happens after if he took her inside, because the film is not about that, and it would divert the whole movie and make it another film. There is a scenario that could happen, but in this film, this didn't happen. And I think at the point that this film scene, or like the theater scene happens, I think she has grown a bit or understood a bit to understand that she needs to escape away. Maybe if she met this guy the first time, or like the first person after running from Bibi, that could have been different. But here, I think character would not go inside the theater. J'ai jamais envisagé de montrer, d'aller plus loin dans ce qui aurait pu se passer si elle était entrée dans le cinéma avec ce monsieur. Pour moi, ce n'était pas le sujet du film, ça aurait rendu le film complètement ailleurs et ça aurait été un autre film. Et en montrant ça, je pense qu'on peut considérer qu'à ce stade du film, le personnage a vraiment grandi déjà, elle a évolué et elle comprend qu'elle doit s'enfuir. Si ça avait été la première personne qu'elle avait rencontrée quand elle s'était échappée, quand elle avait fui du restaurant pour fuir
sa grand-mère, peut-être que ça aurait été différent, mais là, en fait, on sent qu'il y a déjà quelque chose qui a changé dans son comportement. But what's next for you? Next project? Oh, my next project. Still thinking about it, not sure. Hopefully soon I should be starting writing something, you know. There are some ideas I'm juggling around, but... Du Oscar Oscar Déjà Oh. Peut-être. About the Oscars? Yeah. Oh, sorry. We didn't get nominated. I know. Je réfléchis à pas mal de choses, j'espère pouvoir m'y atteler bientôt. J'ai pas encore le temps de me poser, mais j'ai plusieurs idées. Next time. Oui. Et donc pour les Oscars, malheureusement, on a eu la nomination pour le prochain. Comment Ils n'ont pas été nominés finalement. C'est sorti aujourd'hui cet après-midi et ils ont pas eu la nomination. I don't know. I didn't know. Excuse me. No, there's nothing to be. Okay. It's fine. Ah merde. Just an Oscar. Où est-ce que c'est un Oscar? Je voulais vous remercier aussi pour ce magnifique film. Dommage que vous n'ayez pas eu les Oscars. Vraiment extraordinaire. Mais ma question est un peu plus personnelle pour vous. Vous étiez un enfant, vous avez vécu cette période. Et comment grandit-on avec ça? Et comment vous avez réussi à sortir de ça? Get out of this to build a career and a life. It's an emotional question. I'm afraid if I cry, they would say it's about Oscars. So, I'm going to translate that for you. C'est une question un peu poignante. Et si je me mets à pleurer, vous allez croire toujours à cause du fait que j'ai pas eu la nomination. It's not easy, and I think what we are facing as a country is a group trauma that many people face. Maybe they don't know that it's changed them forever. I don't know. I think I was lucky that I found my peace with dark comedy, making my own dark comedy, and because it provides some escapism for me and some healing. And I was lucky enough to find these VHS tapes that introduced me to another world and really transported me, and somehow I was able to process lots of things through films. C'est évidemment pas facile. C'est vraiment un traumatisme collectif que la population a connu et dont les gens n'ont pas forcément conscience de la portée eux-mêmes. Et les gens n'imaginent pas à quel point ça les a changés en profondeur. Moi, j'ai eu la chance peut-être de réussir à faire la paix à travers la comédie noire, qui était pour moi un exutoire et une façon de guérir. Et aussi grâce aux VHS que je regardais enfant sous le manteau et qui m'ont ouvert le cinéma, qui m'ont ouvert à d'autres mondes et qui m'ont permis peut-être de me guérir un petit peu en communauté-thérapie. Merci beaucoup. Bravo. I'll ask my question in English, but thank you for the movie. Was really interesting to see and very nicely shot. My question is, across the Arab world, we still see some people, idealizing Saddam, and I want to know your reaction, or at least your thoughts of having that movie displayed across the Arab world, and what's your expectation of how people react to it, and do you hope to engage with that audience or expect any pushback? Thank you. Thank you. Merci pour ce film que j'ai trouvé passionnant. Les films qui parlent du monde arabe, les films qui parlent du monde arabe sont souvent idéalisés, ont une vision un peu idéalisée. Et est-ce que du coup, vous espérez, vous avez des attentes par rapport au fait que ce film soit montré dans le monde arabe? Qu'est-ce que vous espérez que ça puisse susciter?
pardon, si je peux me permettre. Oui, je savais pas. Il me semble que la question parle précisément de la fascination qu'exerce le personnage de Saddam Hussein jusqu'à ce jour, en dépit du fait qu'il ait tyrannisé l'Irak pendant plus de 30 ans. Donc, quelle est votre réaction quand vous voyez des foules dans d'autres capitales arabes brandir le portrait de Saddam, j'imagine? C'est ça la question? Ah, excusez-moi, j'avais raté le début. So there's still a fascination for the figure of Saddam. I have one long answer, one short answer for you. The short answer would be Stockholm Syndrome. The long answer would be a sociologist to open this one for us. I think Arabs have a deep problem and they need to understand their abusers. There is a very conflicted thoughts they have about some leaders. I really would like to go farther into this, but I think I would really go down the line. But I believe, at least for people who are interested to know another perspective, films and stories like this should provide them something with some insight. People who never care, I don't think they should be also surprised when other people support other dictators. Unless we look at each other as humans, equal humans, regardless of ethnicity, religion, language, whatever it is, we're not going to be able to overcome this issue. Alors la réponse courte, ce serait syndrome de Stockholm. La réponse un peu plus longue, plus sociologique, c'est que je pense qu'en arabe, il y a un problème assez profond de compréhension de ce que c'est que des abuseurs, des chefs d'État qui abusent de leur population, qui les maltraitent. Et une relation très complexe avec les populations, avec certains chefs d'État. Je pense qu'au moins les personnes qui seront curieuses de voir un autre point de vue, eh bien le cinéma, c'est ça que ça peut leur donner à voir. Autre chose. Quant aux autres, eh bien, il ne faudra pas qu'ils soient surpris qu'on continue à soutenir les dictateurs à travers le monde. Et je pense que tant qu'on ne se regardera pas les uns les autres, qu'on ne regardera pas les choses en face, eh bien, ça continuera, le cycle continuera à se reproduire. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être? Ah, il y a déjà une dernière question. On peut toutes... bon, allez. Vous voulez aussi dessus, madame, monsieur? Un petit peu plus près du micro, s'il vous plaît. Un peu plus près du micro, s'il vous plaît. On n'entend pas. On n'entend pas. Ouais. Je voulais dire encore merci pour ce film. C'était très beau. Et c'est aussi que je veux faire un passage assez controversé, notamment dans la famille arabe. Et je suis totalement d'accord parce que la fille. Et je voulais dire un peu sur le personnage de la grand-mère. Je voulais savoir pourquoi elle a décidé d'abandonner la justice. Dans le titre, moi je me disais qu'elle, c'est une personne qui prépare le gâteau du président. C'était on voyait un peu comme un piédestal parce que du coup elle avait cet honneur de faire quelque chose pour le président. Mais du coup, pourquoi elle a décidé d'abandonner sa fille? Est-ce qu'elle était anti-Saddam ou est-ce qu'elle voulait protéger sa fille ou to protect her or oppose it? Yes, the idea that it's prestigious is definitely something Saddam tells people. But like when you don't have the resources to make the cake, no one really wants the prestige anymore. I think the notion of Bibi doing what she did, internally, I think she knows that her days are counted, and that she will not be able to take care of not either the cake, even the daughter anymore, or the granddaughter anymore. And I think she found that this could be an opportunity for her to have a better life or be more safe and protect her. Because remember, she is orphan, and the only one she has is Bibi. Alors le prestige, c'est ce que Saddam Hussein voulait faire croire aux gens, dans le fait d'être tiré au sort, mais quand on n'a même pas de quoi faire un gâteau soi-même, je crois que personne ne veut ce prestige.
Bibi, en son fort intérieur, elle sait que ses jours sont comptés et qu'elle ne pourra pas s'occuper de sa petite fille très longtemps, même vraiment à assez court terme. Et elle voit ça, le fait de l'abandonner, de la vendre, comme une occasion d'offrir à la meilleure une vie meilleure. Parce que voilà, elle est orpheline et elle n'a que Bibi, donc pour elle c'est aussi un poids à porter et elle veut lui offrir mieux. Oui, je vous remercie, c'était extrêmement. Moi j'étais pris surtout par l'humanité du film, c'était absolument magnifique. Et j'ai souvent repensé à Jeux interdits, alors je sais pas, c'est l'amitié entre les enfants, voilà, c'était absolument magnifique, le film de René Clément. Et j'avais un point particulier sur le film, au milieu, la scène elle est magnifique avec la chanteuse qui amène la fille pour danser avec elle. Et dans cette scène-là, on voit le petit garçon, à un moment qui semble faire la tête, ne pas être content, et à un moment il se tourne vers la glace. Enfin, vous filmez la glace, vous filmez plus, donc je voulais savoir s'il y avait une signification particulière par rapport à ça. Well, thank you for noticing this scene. I think this is a very Forbidden Games is a beautiful film, even though it's been a while since I watched it, but it was one of the strongest young actresses that ever existed on film. In the scene, as you see, I think that's the first time, because through all this, this is a film about really the first love in a way, or your first crush. And I think in this scene, for the first time, we see him jealous. We see him what he really wants, but cannot have. And despite that, he turns his head away, but despite that, he doesn't want to take his eyes away. And then he looks at her through the mirror. So that was just the connection between them, that he cannot do anything about it, that he just keeps looking on the reflection, which is the best thing he can have now. Merci d'avoir remarqué cette scène. Je suis d'accord avec vous, Jeux interdits est un film magnifique. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais je me souviens des interprétations extraordinaires des enfants. Je pense que c'est un film aussi qui parle du premier amour, du premier lien. Et c'est la première fois qu'on voit Saïd être jaloux. Qu'on le voit exprimer par ce regard boudeur ce qu'il veut mais qu'il ne peut pas avoir. Il essaie de détourner la tête pour ne plus la voir, mais il n'arrive pas à s'empêcher de la regarder. Donc il se retourne vers le reflet, puisqu'il ne peut rien y faire, il est impuissant, mais il veut quand même pouvoir la voir. C'est ce qu'il est dit dans cette scène-là. Et donc c'est ce qu'il peut faire de mieux en fait. Hello, first thank you so much for this amazing movie. And I just wanted to ask you two things. First, where there is so much importance on this rooster, like what is the significance of a rooster? D'abord, quelle est la signification de ce coq et pourquoi il est aussi présent tout le long du film? Et ma deuxième question, c'est peut-être plus pour Madame Rachid. Quelle est, comment, et aussi pour Monsieur Hadi, comment le public iraqi a reçu ce film, s'il l'a vu, et est-ce que c'est une mémoire qui est encore, comme vous avez beaucoup évoqué du coup la figure de Saddam Hussein, mais est-ce que aussi toute cette période, c'est une mémoire qui est parlée aussi dans les écoles ou dans les lieux culturels, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient un peu ramener une mémoire enfouie depuis quelque temps dans la société irakienne? The rooster, we did a casting for Rooster. Seriously, we brought a couple of roosters to choose which one is good for screen, and we were lucky to find 4 roosters that were brothers and similar to each other, and we found them to be calm and comfortable, and we had one Hindi, but we have many stand-ins for the rooster. The roosters have very local cultural meaning. When I was a kid, I was told every time a rooster crows, it's either because it saw a devil or an angel. And here in the film, I learned how to speak rooster language. And every time the rooster here crows, it's actually is because it's something about to happen, bad or good. And
and they have this meaning of prophecy, like they know what's about to happen. So yeah, that was for the rooster. Alors on a fait un casting pour le coq. On a vu plusieurs, passé plusieurs en revue pour voir lequel serait le plus cinégénique. On a eu la chance de trouver 4 coqs qui étaient des frères, donc qui étaient vraiment très identiques. Il n'y en avait que un, vraiment, qui est le vrai Indy qu'on voit dans les scènes principales, et après les autres servaient de doublure. Le coq a une signification locale assez forte, notamment on dit parfois qu'un coq chante quand il voit un ange. Mais moi, en tout cas, j'ai appris sur le tournage à comprendre la langue coq, et j'ai compris que quand le coq se mettait à chanter, c'était qu'il y avait un présage, qu'il soit bon ou mauvais, peu importe, mais ils ont un petit peu un statut de prophète. Isn't rooster also the national? See, well, that's another reason. Cocorico. Yeah, and the film played limited theater in Iraq, but we are going to do a wide release in a couple of weeks in March. But so far, Iraqis inside Iraq or outside Iraq have been overwhelmingly positive and responsive and emotional. Obviously, there are always people who don't respond to the film for multiple reasons, but majority have been very welcoming to the film, and that's only because the film triggers their emotional response for a period that was very traumatic for them. It's a period never been explored cinematically, and for them to see that period is repeated in the same locations that they are familiar with actors that speak their language, and the film that's shot there, it felt very much an emotional experience. Le film a eu une sortie limitée pour l'instant en Irak, il va sortir de façon plus large au mois de mars. Et globalement, la réaction des publics, là où il a été montré à la fois en Irak et aussi de la diaspora, les gens ont été extrêmement touchés. Bon, il y a toujours des gens qui ont des choses à redire, mais en majorité, ça a été un très bon accueil, parce que je pense que ça déclenche une réaction, une émotion très forte de ce traumatisme que les gens ont pu vivre ou connaître de façon indirecte. Cette période n'a jamais été traitée encore au cinéma. Et là, les gens voient les choses se dérouler dans des lieux qu'ils connaissent, avec des personnages qui parlent exactement leur langue, avec leurs mots. Et donc, forcément, ça, c'est très émouvant, très touchant, très poignant. Benoît, tu veux dire un mot alors, peut-être une autre petite note en bas de page par rapport au coq. En fait, les volailles en Irak dans les années 90, c'était le rêve de manger une cuisse de poulet ou de manger un morceau de poulet, parce qu'il n'y en avait pas, parce que c'était la pénurie et que c'était devenu un produit de luxe. Et les Irakiens plaisantaient sur riaient de leur misère et de leur indigence. Et surtout, à un moment donné, le régime, pour essayer de calmer les gens, s'est mis à distribuer, à l'occasion du Ramadan, un poulet par famille. Et donc les Irakiens plaisantaient régulièrement en disant voilà, on ne vaut pas plus qu'un poulet pendant le mois de Ramadan. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose dont Hassan était imprégné en tant qu'enfant, en ayant vécu cette période-là où effectivement les gens se bagarraient pour attraper le poulet de Ramadan qui était distribué à la population. Trêve de plaisanterie. Pour revenir à la question sur ce qu'il en reste aujourd'hui dans la société irakienne, qu'est-ce qu'ils en retiennent de cette période-là? Alors, il y a quand même une bonne chose, c'est que l'âge médian aujourd'hui de la population irakienne est de 20-21 ans. Donc, on est en train de parler d'une majorité de la population irakienne qui n'a pas connu cette période, qui ne sait pas ce qu'a été cette période sombre, cette période extrêmement traumatique et douloureuse. J'ai l'impression qu'au niveau des aînés, il y a une volonté d'oubli, de l'amnésie. C'est souvent le cas dans des sociétés traumatisées par des épisodes répétés de guerre et de conflits et de guerres civiles aussi. Donc il n'y a pas vraiment, chez les historiens irakiens, j'ai constaté très peu de recherches ou très peu de travaux qui se focalisent sur cette période cruciale qui va de 1990, donc l'invasion du Koweït, à 2003 au moment de l'invasion. Il y a vraiment une volonté, j'ai l'impression,
d'oubli, de tourner la page. Et surtout, même si ce n'était pas délibéré de leur part, en fait, c'est que l'après 2003 a été lui aussi à apporter son lot de traumatismes, de guerres, de destruction, de massacres, que finalement en Irak, un traumatisme en chasse l'autre et un traumatisme fait oublier celui d'avant. Donc voilà ce que je peux en dire. Quant à la réaction du public arabe, bon, c'est un peu trop tôt. Le film va sortir dans les semaines à venir en Irak. Mais ce que je peux en dire déjà, c'est qu'il y a très peu aujourd'hui, malheureusement, il reste très peu de cinéma en Irak. Ils ont quasiment tous disparu. On est plus dans les multiplexes, des cinémas qui montrent des blockbusters européens ou américains, dans des malls. Et il n'y a pas vraiment d'intérêt, ou en tout cas de politique culturelle, de soutien aux réalisateurs indépendants ou aux petits films d'auteur. Voilà, donc ils sont dans le mainstream commercial. Il n'y a pas vraiment de... Ce qui me fait regretter parfois, et qui me donne parfois... J'espère que Hassan me le pardonnera. C'est comme si en fait ce genre de film n'avait pas de public dans les pays arabes et encore moins en Irak. Le seul public pour ce genre de film d'auteur, c'est finalement les États-Unis et les pays européens. Et je demande pardon, je dois filer. Donc voilà, merci beaucoup. Oui, pardon. Just wanted to say about the audience in the Arab world. I think the audience in the Arab world, going to your question about Saddam, are so obsessed with Saddam that they will be interested to watch this film, just out of curiosity. And I think for Iraqis is also very much, they want to revisit the history through this film too. And thank you very much for staying till this hour. Thank you. J'espère qu'il y aura de la curiosité parce que les Irakiens aussi auront envie de revisiter cette période. Merci d'être restés. Merci.